Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire ce mardi. Ambiance électorale à la CENI, elle s'active pour le scrutin de 2020. Les élections générales à réussir, le processus d'enrôlement, la constitution du fichier électoral pour les Burkinabés de l'étranger et le processus de révision du fichier électoral interne prévu dès le 3 février prochain. Explication de Newton Ahmed Barry ce matin face à la presse. Vous l'entendrez en début de journal. À suivre également la une, Donald Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique, accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Le procès en vue de sa destitution qui s'ouvre ce matin laisse planer l'ombre d'un jugement à rallonge. Voilà pour le menu de ces 13h, mesdames et messieurs. Bienvenue. Les élections générales de 2020, la Commission électorale nationale indépendante en parlait tout à l'heure aux hommes de médias ce matin à Ouagadougou. Le processus d'enrôlement est à l'ordre du jour. La voix de son président, par la voix de son président, la CENI fait le point sur la constitution du fichier électoral pour les Burkinabés de l'étranger et la mise en œuvre du processus de révision du fichier électoral interne prévu du 3 février au 31 mars prochain. Plus de précisions avec Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouaré. Le chiffre laisse plus d'un sans-voix, y compris le président de la CENI. Newton Ahmed Barry parle de surprise. 14 185 enrôlés sur 1,5 million à 2 millions attendus chez les Burkinabés de l'étranger à 5 jours de la fin du processus d'enrôlement. Nous sommes surpris. Vous avez tous été témoins du débat autour du vote des Burkinabés de l'étranger. Vous avez vu la passion qui était évidemment sous-jacent à ce processus. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions eu peur au point que pour l'étranger, nous avons recruté 800 opérateurs de kits. 800 opérateurs de kits. Parce que nous nous disions, la CENI ne doit pas être débordée. Mais une semaine après, nous avons dû remercier quelques opérateurs de kits parce que nous les avions disponibilisés, ils étaient en stand-by, ils ne travaillaient pas et il fallait les payer. Que faut-il faire? Peut-on prolonger la date d'échéance du processus pour espérer voir le nombre d'enrôlés augmenter? Rien n'exclut a priori. La décision viendra du gouvernement après le point général qui suivra la fin du processus aussi bien pour les Burkinabés de l'étranger que pour la révision du fichier électoral pour les électeurs résidant au Burkina. Sur cette phase-là aussi, nous avons travaillé de façon opérationnelle. Nous avons divisé le pays en 3 zones. Dans la première zone, nous avons 4602 points d'enrôlement. Dans les autres points, nous en avons 4600 environ. Donc, dans chaque zone, nous allons rester 14 jours. Et après les 14 jours, nous passons donc à la zone suivante. 10 millions d'électeurs sont attendus de la révision du fichier électoral pour les Burkinabés de l'intérieur. Un autre point certainement inscrit dans l'agenda des points de presse de la CENI qui annonce plusieurs rencontres en vue de la constitution et de la révision du fichier électoral pour les élections générales de 2020. On reste dans le registre politique. Le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah du mouvement du peuple pour le progrès a déposé ses valises à Dédougou dans le Mouhoun 48 heures durant pour une formation des formateurs, des militants MPP à la base. Question de mieux les outiller politiquement pour le scrutin de 2020. Le point d'image avec Lassina Ouattara et Christophe Traoré. Cette formation du Centre international de formation politique Kwame Nkrumah du MPP vise à outiller les structures provinciales de connaissances qui à leur tour vont être les relais dans les communes et villages. Pour atteindre ces objectifs, 3 communications ont été faites. La première thématique, c'est l'organisation et le fonctionnement du parti. Deuxième thématique, c'est la ligne idéologique du parti et son programme. La dernière thématique, c'est le processus électoral et le vote citoyen. Durant les travaux de la seconde journée, l'accent a été mis sur les structures spécifiques. Et ce sont des sentiments de satisfaction qui se dégagent.
Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur les structures spécifiques, l'union des jeunes, des femmes et des anciens. Et vous avez vu la mobilisation féminine même extraordinaire. Vous savez très bien que l'électorat repose sur les femmes. Donc ce que femme veut, Dieu veut. Et la mobilisation des femmes à cette formation témoigne de façon ample que le MPP est dans la bonne trajectoire. Durant ces 2 jours, j'ai pu comprendre ce que ça signifie la ligne du parti, à savoir la social-démocratie qui est ici. Et puis j'ai eu des stratégies pour l'électorat pour gagner les élections à venir. Le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah a été créé le 30 janvier 2015. Cette formation est prévue se tenir dans les 45 provinces du Burkina. Cette brève, avant de poursuivre, nous l'avons appris de sources sécuritaires. Hier, une unité de groupement des forces pour la sécurisation du Nord a été prise à partie dans la province de Loudalan, précisément dans les environs de Salmossi, alors qu'elle effectuait une patrouille. Le JFSN a su résister, tuant 2 terroristes. De l'armement, des munitions, des motos et divers autres matériels ont aussi été récupérés. Autre point de l'actualité, la direction générale des impôts dans la capitale économique du Burkina pour parler partenariat avec le centre de gestion de l'agré de Bobo Dioulasso, une organisation à caractère associatif qui aide les PME-PMI à mobiliser plus de recettes fiscales. Pour la DGI, il s'agit plutôt de renforcer la collaboration qui existait déjà entre les 2 entités, la mine Karantao, Moumouni Baro. Coordonner les actions pour mieux mobiliser les recettes fiscales, c'est la bataille que mènent ici les centres de gestion agréés de Bobo Dioulasso et la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts étant la plus grande administration des recettes fiscales, près de 900 milliards de francs CFA engrangés en 2019, selon le premier responsable de l'institution. C'est donc l'occasion pour les 2 entités de renforcer leur partenariat pour accroître la manne financière de l'État. Les CGA sont d'une importance capitale pour la Direction générale des impôts qui est chargée donc de mobiliser les recettes. Et donc régulièrement, nous avons des concertations avec les CGA pour lever les différents problèmes. Parce que si les CGA fonctionnent mal, ça impacte l'activité de la Direction générale des impôts. Les partenariats entre l'administration fiscale et les centres de gestion agréés de Bobo Dioulasso devraient être renforcés au cours de ces échanges. Le CGA, à l'image de la Chambre de commerce, avait connu un peu de difficultés. Et donc je dirais après les années 2014, c'est vrai qu'il y avait eu un petit laisser-aller. Donc nous avons essayé de reprendre les CGA pour leur donner le dynamisme d'antan. Et aujourd'hui, pour l'année 2020, nos attentes sont que les CGA occupent vraiment la place de choix que les impôts les ont confiés. Pour une meilleure efficacité, il est donc question d'aplanir les difficultés pour qu'il y ait une certaine fluidité dans le fonctionnement des centres de gestion agréés au profit de la Direction générale des impôts. Cap sur Fadang-Nkrumah, fini le projet Rusian pour le renforcement de la résilience des ménages vulnérables dans la région de l'Est. Après 3 années d'activité axée sur l'amélioration de l'accès des ménages pauvres aux services sociaux de base, l'amélioration de la productivité, la diversification alimentaire ainsi que la gestion des risques, les différents acteurs du dit programme se sont réunis à Fadang-Nkrumah pour le bilan. Assami Kabouré et Rasmata Ouedraogo pour plus d'explications. Plus de 278 000 bénéficiaires dans les secteurs tels eau et assainissement, santé et sécurité alimentaire, le programme Rusian s'est réjoui des acquis engrangés à l'Est au bout de 3 années de mise en œuvre. Un consortium piloté à l'Est par Tintois, l'ONG GRET et Action contre la faim en vue de renforcer durablement la résilience des populations vulnérables. Ce sont des personnes qui ont été face à des chocs multiples, par exemple la pauvreté, l'inondation, la sécheresse. Donc, pour répondre à leurs besoins et qui sont multiples, donc
on a adopté une approche avec des secteurs multiples. La santé, nutrition, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'eau. On peut dire qu'on a répondu aux besoins de ces populations les plus vulnérables. Parce que les enfants de moins de 5 ans sont de moins en moins malades, malnutris, ce qui permet que la femme a plus de temps de s'occuper d'autres choses et de faire des activités génératrices de revenus qui lui donnent de l'argent pour satisfaire aux besoins de la famille. Une approche multisectorielle qui a valu son pesant d'or dans le changement de comportement chez les bénéficiaires. Avant, nous étions très ignorantes. On cachait même nos enfants malnutris. Mais le projet nous a permis d'adopter de bonnes pratiques et d'avoir des outils et des moyens de résistance comme les jardins de santé et les bas-fonds aménagés. Le programme Résiane a intervenu dans 12 communes de la région de l'Est, notamment dans l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base, dans l'amélioration de la productivité et dans la gestion des risques par les acteurs communaux. Savoir commencer avec le juste minimum et devenir un chef d'entreprise, cela s'apprend. Et l'agence de financement des petites et moyennes entreprises l'enseigne aux jeunes et femmes désirant entreprendre. C'est la caravane Entreprendre à 0 francs. Après les étapes de Banfoura et Koudougou, c'est un Koudougou qui reçoit les caravaniers, plus de 700 jeunes et femmes mobilisés pour cette formation. Compte rendu signé Konsoun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Créer son entreprise à partir d'une simple idée, c'est possible et beaucoup l'ont déjà fait. C'est le message que véhicule la caravane Entreprendre à 0 francs CFA, initiée par l'Agence de financement des petites et moyennes entreprises. À cette étape de Tenkodogo, ce sont 700 jeunes et femmes qui prennent part à la formation. Vous avez donc des milliers de jeunes qui sont porteurs de projets qui malheureusement attendent des financements extérieurs. Et alors que nous pensons qu'il peut y avoir une étape avant l'obtention de ce financement extérieur. Cette étape, c'est ce que nous appelons entreprendre à 0 francs. C'est-à-dire, lorsque nous analysons leurs projets, nous disséquons leurs projets, on saura très souvent qu'ils peuvent déjà démarrer avec un minimum de choses qu'ils ont déjà à leur disposition et qu'ils ne savent pas que c'est un vrai potentiel sur lequel ils peuvent s'appuyer pour démarrer. Et nous les aidons à travers les formations pour qu'individuellement ils puissent démarrer leurs différents projets. Et ce sont des formateurs, des coachs et des entrepreneurs qui vont partager leur expérience avec ces jeunes femmes, comme c'est le cas avec cette self-made woman, la PDG du groupe Venegda. Même si tout ne peut pas mais je ne qui est collé tout le monde J'ai dit à mes jeunes frères et sœurs que l'analphabétisme n'est pas un frein à notre développement. Ce qui compte surtout, c'est de se poser la question qu'est-ce que je vais faire? Et dès qu'on répond à cette question, on peut aller loin pour peu qu'on persévère. L'étape de Tenkodougou vient après celle de Banfoura et de Koudougou et l'agence compte former 10 000 jeunes à travers cette caravane. L'objectif étant d'élever une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de saisir les opportunités qui s'offrent à eux et de booster l'économie du Burkina Faso. Le ministère en charge de l'environnement fait le point de la conférence des parties de la COP25 sur le changement climatique. Le bilan dressé hier aux hommes des médias table sur la participation du Burkina à cette grande messe climatique aux voix discordantes entre les pays développés pollueurs et les pays les moins avancés pour la plupart d'Afrique qui subissent les effets des changements climatiques. Même le dossier de leur prise en charge par le Fonds vert climat a été renvoyé à la prochaine COP, la COP 26 prévue en mai 2021. Moussa Ouedraogo, Pascal Canet. Une cinquantaine de Burkinabés étaient à ce rendez-vous mondial du climat à Madrid en Espagne. Les chefs de la délégation burkinabé tirent un bilan globalement satisfaisant de la participation du Burkina. La délégation a pu arracher quelques accords et conventions au cours de cette conférence des parties sur les changements climatiques. Les discussions ont porté sur les points suivants. En matière d'atténuation, le principal point de négociation concernait les mécanismes de marché et de non-marché pour la mise en œuvre des contributions déterminées nationales conformément à l'article 6 de l'accord de Paris.
à ma qualité de vice-président en exercice de la conférence des ministres. Au terme de la COP25 et sans vouloir tomber dans l'autosatisfaction, la participation de notre pays à la COP25 sur les changements climatiques a été bonne, même si les résultats issus des négociations techniques restent insuffisants. Sur le plan mondial, par contre, le bilan est plus que mitigé. La COP25 a battu le record de la conférence la plus longue de l'histoire du processus de négociation internationale, avec à la clé des conclusions insatisfaisantes. Nous sommes dans un mécanisme multilatéral, que les changements climatiques sont réels, que les impacts avérés et potentiels sont également réels et vont nous affecter, et que si rien n'est fait, ça risque d'être compliqué. Mais reconnaissons quand même que la question des changements climatiques est un business international. Voilà pourquoi ces questions-là, qui sont des plus essentielles de cette COP, seront renégociées encore cette année au mois de mai et en décembre prochain. La COP25 s'est tenue à Madrid, en Espagne, du 2 au 15 décembre dernier et était placée sous le signe de l'action avec comme slogan « Le temps de l'action ». Elle a mobilisé plus de 22 000 personnes. À l'international, Donald Trump, le président américain, face au Sénat, il est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Le procès en vue de sa destitution s'ouvre ce mardi. Regardez. C'est ce mardi que le procès en destitution de Donald Trump va entrer dans le vif du sujet. L'élu démocrate Adam Schiff, le procureur général, va ouvrir et diriger les débats au Sénat, avec plusieurs incertitudes à lever, à commencer par la durée et le déroulement de ce procès. Autre interrogation, l'opposition parviendra-t-elle à obtenir l'audition de 4 témoins clés, dont le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et l'ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. La procédure d'impeachment est inscrite dans l'article 2 de la Constitution américaine. Adoptée par la Chambre des représentants, dirigée par Nancy Pelosi, elle permet de juger et éventuellement de destituer, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, un président qui se serait rendu coupable de trahison, corruption ou crimes et délits majeurs. Pour assurer sa défense, le milliardaire républicain s'est offert les services d'une batterie de conseils, comme l'ex-procureur Kenneth Starr, personnage central de l'affaire Lewinsky, ou le constitutionnaliste Alan Dershowitz, qui fut l'un des avocats d'O.J. Simpson. Concrètement, il est reproché au 45e président des États-Unis d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, en lui promettant une aide militaire en échange de l'ouverture d'une enquête sur son rival démocrate Joe Biden. Donald Trump est jugé pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, mais pour qu'il soit destitué, il faudrait l'aval de 2/3 des 100 sénateurs qui font office de jurés. Or, 53 d'entre eux sont des élus républicains. Richard Nixon, impliqué dans le scandale du Watergate, ayant préféré démissionner avant de subir un tel affront, seuls 2 autres présidents américains ont fait face à un procès en destitution, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999, qui était accusé d'avoir menti sur sa relation intime avec une stagiaire à la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. Donald Trump espère que les débats seront clos dans 2 semaines afin de pouvoir prononcer le 4 février son dernier discours sur l'état de l'Union avant la prochaine élection présidentielle où il briguera un 2e mandat. À présent, la lecture croisée des journaux de ce 21 janvier à la une, le rapport sur la politique sécuritaire nationale remis au président du Faso, un référentiel sur la sécurité commenté par nos confrères. Revue de presse signée Sekou Zango. Que pourrait remettre le premier flic du Burkina à main propre au chef suprême des armées burkinabè? Nous sommes tentés de nous interroger. Ousseini Compaoré, tout souriant, remettant un document à Roch-Marc Christian Kaboré décontracté, l'image est expressive. N'allons pas loin, l'urgence de la situation sécuritaire commande une politique de sécurité nationale. Et oui, politique de sécurité nationale, les saints remettent leur rapport pour que le sang ne coule plus, affiche l'observateur Palga à sa une. Un document qui revêt d'une importance capitale pour le Burkina Faso et se veut une première, argumente Abouaka Dermé de l'observateur Palga. Dans la même veine, le journal Le Quotidien relaie les précisions du colonel-major Théodore Palais dans ses colonnes.
Ce document que nous avons produit est un document fondamental pour la vie d'une nation. Dans ce document, le premier élément qui vient en compte, c'est la sécurité des populations. Pour le journal de tous les Burkinabés Sidouaya, ce document n'est ni plus ni moins une avancée dans la guerre contre le terrorisme. C'est un changement de paradigme, se réjouit Dr Émile Ouedraogo, toujours dans Sidouaya. En tous les cas, c'est un document qui répond à la vision du président du Faso, à savoir un référentiel fondé sur la préservation et la promotion de nos valeurs et intérêts nationaux, rassure Ousseini Compaoré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi.